Un garçon humble entre seul dans une banque, ne tenant qu'un papier jauni et l'espoir laissé par sa mère disparue. Humilié devant tous, il découvre que le compte qu'elle a laissé renferme plus que de l'argent. Il renferme amour, sacrifice et courage. Et en affrontant la cupidité et l'injustice, il montre que le véritable héritage ne se mesure pas en chiffres, mais en actes d'honneur. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Le soleil matinal parisien filtrait à travers les immenses baies vitrées de la Banque de France, sur le très animé boulevard Haussmann. Le va-et-vient incessant des cadres, des retraités et des commerçants créait cette symphonie urbaine typique de Paris, où chaque personne portait ses propres histoires, ses rêves et ses préoccupations. Au milieu de toute cette foule, une petite silhouette se distinguait par sa simplicité et par la nervosité qui transparaissait à chacun de ses pas. Gabriel Martin Dubois n'avait que 10 ans, mais il portait sur ses épaules une responsabilité que beaucoup d'adultes ne connaîtraient jamais. Ses baskets usées touchaient le sol en marbre, avec une hésitation presque révérencieuse, comme si chaque pas le menait vers un territoire inconnu et effrayant. Le garçon tenait à 2 mains un papier jauni par le temps, plié et replié tant de fois que les plis ressemblaient aux cicatrices d'une histoire encore non racontée. Les vêtements simples du garçon contrastaient radicalement avec l'environnement sophistiqué de la banque. Son t-shirt bleu délavé et son jean avec des patchs discrets témoignaient d'une enfance marquée par la simplicité, mais pas par la misère. Il y avait quelque chose de digne dans la posture de Gabriel, une détermination silencieuse qui brillait dans ses yeux marrons, les mêmes yeux qu'il avait hérités de sa mère. Marina Martin Dubois avait toujours été une femme de peu de mots, mais de beaucoup de gestes. Elle avait travaillé comme femme de ménage dans 3 bureaux différents, se levant à 5 heures du matin pour s'assurer que le café soit prêt lorsque Gabriel et son petit frère Lucas, âgé de seulement 7 ans, se réveilleraient pour aller à l'école. Elle ne se plaignait jamais de la routine épuisante, ni de ses mains calleuses, ni de son dos endolori à la fin de la journée. Pour Marina, chaque centime gagné représentait une brique de plus dans la construction de l'avenir de ses enfants. Ce que Gabriel ne savait pas, jusqu'à quelques jours auparavant, c'est que sa mère gardait un secret. Un secret qu'elle avait porté en silence toute sa vie, le protégeant avec le même dévouement qu'elle protégeait ses propres enfants. Avant de partir pour son repos éternel, victime d'une pneumonie qui s'était rapidement aggravée, Marina avait laissé une petite boîte à chaussures cachée sous son lit. À l'intérieur, seulement 3 objets, une photo des garçons encore bébés, un livret de travail usé et un papier jauni avec des chiffres et des informations qui, à première vue, semblaient n'avoir aucun sens. C'est Madame Geneviève, la voisine âgée qui s'occupait des garçons depuis le départ de Marina, qui avait trouvé la boîte en rangeant les affaires de la maison. Cette femme aux cheveux gris et au sourire accueillant avait toujours été comme une seconde mère pour Gabriel et Lucas. Ses yeux s'étaient remplis de larmes en réalisant ce que ce papier représentait. Des numéros de comptes bancaires, d'agences et une série de codes qui ne pouvaient signifier qu'une seule chose. Pendant 3 nuits consécutives, Gabriel n'avait pas réussi à bien dormir. Le papier restait caché sous son oreiller, et le garçon passait des heures à imaginer ce qu'il pourrait trouver dans cette banque. Madame Geneviève, malgré sa santé fragile et son cœur qui montrait déjà quelques signes de fatigue, encouragea le garçon à découvrir ce que sa mère lui avait laissé. Après tout, Marina n'aurait jamais rien fait sans un but bien défini. Ce mardi matin-là, Gabriel se réveilla avec une détermination différente. Il embrassa le front de Lucas, qui dormait encore profondément, serra fort Madame Geneviève dans ses bras et prit le bus en direction du centre de la ville. Pendant tout le trajet, ses mains ne lâchèrent pas le papier jauni, comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur, le reliant directement à l'amour de sa mère. Maintenant, debout dans le hall de la banque, Gabriel sentait son cœur battre si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. L'environnement était intimidant pour un enfant de son âge. Des gens bien habillés allaient et venaient, parlant au téléphone d'investissement, de placement et de chiffres qu'il comprenait à peine. Le bruit des machines, le tintement des pièces et le brouhaha des conversations
créait une atmosphère presque suffocante. Le garçon s'approcha du comptoir d'information où une employée blonde, d'environ 30 ans, tapait rapidement sur son ordinateur. Elle portait un badge au nom de Juliane Lefebvre et avait un sourire naturel qui tranquillisa immédiatement Gabriel. Lorsqu'elle leva les yeux et vit le garçon debout là, avec cette expression entre détermination et effroi, son cœur se serra d'une manière inexplicable. « Bonjour, mon grand. En quoi puis-je t'aider » demanda Juliane, se penchant légèrement pour être à la hauteur des yeux du garçon. Gabriel déglutit et, d'une voix encore tremblante, répondit « Je dois parler à quelqu'un à propos d'un compte en banque. C'était à ma mère. » Juliane remarqua immédiatement le temps verbal utilisé par le garçon. C'était à sa mère, pas c'est à sa mère. Cette petite différence linguistique portait un poids émotionnel que l'employé capta instantanément. Elle regarda autour d'elle et vit que l'agence était bondée, mais quelque chose dans cette situation la poussa à tout arrêter. « As-tu un document du compte ?» demanda-t-elle, tendant la main de manière accueillante. Gabriel déplia soigneusement le papier jauni, comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Les chiffres écrits à la main, avec la belle calligraphie de Marina, révélaient des informations qui semblaient avoir été organisées avec beaucoup de soin et de précision. Juliane analysa les données et confirma qu'il s'agissait bien d'un compte de cette banque, mais elle comprit qu'il faudrait l'autorisation d'un directeur pour accéder à des informations plus détaillées. « Gabriel, il faut que tu parles à notre directeur. Régional. Il pourra mieux t'aider, d'accord ?» dit Juliane, notant le nom du garçon sur un papier. « Tu peux m'attendre ici une petite minute ?» Le garçon acquiesça de la tête, tenant fermement son papier jauni. Juliane se dirigea vers le bureau vitré au fond de la banque, où Robert Mercier, le directeur régional, examinait des rapports financiers. Robert était un homme de 45 ans, chauve, avec une moustache bien taillée et un air de supériorité qu'il cultivait depuis qu'il avait pris ses fonctions. Il portait toujours des costumes chers et des montres importées, comme pour bien montrer à tous sa position dans la hiérarchie bancaire. « Monsieur le directeur, il y a un garçon ici qui a besoin de vérifier les informations d'un compte. Ça semble être quelque chose de délicat, » expliqua Juliane, essayant de transmettre la gravité de la situation. Robert leva les yeux de ses papiers avec une expression d'agacement. « Un garçon ? Juliane, vous ne voyez pas que je suis occupé avec les rapports mensuels. Dites-lui de revenir avec un responsable. Monsieur, je pense que c'est important. Il a des documents et d'après son apparence, il pourrait s'agir d'une situation familiale compliquée. » Robert soupira de manière théâtrale, comme si c'était un grand inconvénient de sortir de son bureau pour s'occuper d'un enfant. Il se leva de sa chaise, ajusta sa cravate et se dirigea vers le hall d'un pas lourd, comme quelqu'un qui va résoudre un problème mineur le plus rapidement possible. Quand il vit Gabriel debout à côté du comptoir de Juliane, Robert ne put cacher un sourire sardonique. La différence sociale entre lui et le garçon était flagrante, et cela éveilla en lui un sentiment de supériorité qu'il ne s'efforça pas de dissimuler. « Alors, gamin, tu veux vérifier le solde d'un compte ?» demanda Robert d'un ton assez fort pour attirer l'attention d'autres personnes dans le hall. « Laisse-moi deviner, tu as rassemblé les petites pièces de ta tirelire et tu veux savoir combien ça fait ?» Quelques personnes aux alentours commencèrent à prêter attention à la conversation. Un monsieur aux cheveux gris sourit discrètement. Une femme cadre arrêta de regarder son téléphone pour observer la scène, et même d'autres employés commencèrent à s'approcher. Pour Robert, cela devenait un divertissement matinal. Gabriel sentit son visage rougir, mais il garda sa voix ferme. « Non, monsieur, c'est un compte que ma mère m'a laissé. »« Ta mère t'a laissé ?» Robert éclata de rire, s'assurant que tout le monde entende. « Et où est ta mère maintenant, gamin? Elle est partie faire du shopping et t'a envoyé t'occuper de son argent ?» Le silence de Gabriel fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Le garçon se contenta de serrer plus fort le papier jauni, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes qu'il refusait de laisser couler. Juliane perçut immédiatement le malaise de la situation et s'approcha. « Monsieur le directeur, je pense que nous devrions vérifier les données qu'il a apportées, » suggéra-t-elle, essayant d'apaiser la situation. « Vérifier quoi, Juliane? Regarde-moi ce gamin, je parie qu'il n'y a même pas 10 € sur ce compte, » continua Robert, maintenant complètement absorbé par la performance qu'il offrait à son public improvisé. « Mais d'accord, je vais entrer dans le système juste pour prouver que vous me faites perdre mon temps. »
Robert se dirigea vers l'ordinateur de Juliane avec des pas théâtraux, comme un acteur sur le point de réaliser le grand numéro de son spectacle. Il saisit les données que Gabriel avait fournies, s'attendant à trouver un compte inexistant ou avec un solde dérisoire qui confirmerait ses soupçons et justifierait toute l'humiliation qu'il avait infligée au garçon. Le premier résultat qui apparut à l'écran le fit froncer les sourcils. Le compte existait et était actif. Robert vérifia à nouveau les chiffres, pensant avoir fait une erreur de frappe, mais l'information se confirma. Lorsque ses yeux se portèrent sur le champ du solde disponible, son expression changea complètement. 820 342 € et 15 centimes. Robert cligna des yeux plusieurs fois, comme si ses yeux lui jouaient un tour. Il vérifia à nouveau le nom du titulaire, Gabriel Martin Dubois. Date de naissance, 15 mars 2014. Le compte avait été ouvert à la naissance du garçon, et depuis lors, il recevait des dépôts mensuels, toujours du même montant, 250 €. Le directeur s'éloigna légèrement de l'ordinateur, essayant de traiter cette information. Le sourire sardonique avait complètement disparu de son visage, remplacé par une expression d'incrédulité puis d'inquiétude. Comment un garçon d'apparence si simple pouvait-il être titulaire d'un compte de plus de 800 000 €? Alors, monsieur le directeur, demanda Juliane, remarquant le changement radical de comportement de son chef. Le compte existe? Robert essaya de dissimuler, fermant rapidement l'écran de l'ordinateur. Il existe, oui, mais c'est une affaire privée. Je dois parler au garçon en privé. Non, monsieur, interrompit une voix féminine venant du fond du hall. Si le compte existe et a une valeur significative, cela doit être traité de manière transparente, surtout s'agissant d'un enfant. Tout le monde se retourna pour voir qui avait parlé. Une femme d'environ 40 ans se dirigeait vers le groupe. Elle portait un tailleur bleu marine bien coupé, tenait un porte-documents en cuir et avait une allure de personne habituée à gérer des situations complexes. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon élégant et ses yeux verts transmettaient une détermination qui intimida immédiatement Robert. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous, madame ?» demanda le directeur, essayant de retrouver son autorité. « Patricia Allard, avocate spécialisée en droit de la famille. »« J'attendais d'être reçue quand j'ai été témoin de cette situation, » répondit-elle, tendant une carte de visite à Robert. « Et d'après ?»« Ce que j'ai observé, un enfant est en train d'être humilié publiquement pour des questions qui concernent ses droits légaux. » Gabriel regarda la femme avec un mélange d'espoir et de méfiance. Au cours de sa vie, peu d'adultes avaient montré un intérêt sincère à le protéger. La plupart le voyaient simplement comme un autre enfant en situation de vulnérabilité, destiné à suivre le même chemin de difficulté que tant d'autres affrontent dans les banlieues de Paris. Patricia s'accroupit pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Gabriel, tu t'appelles Gabriel, n'est-ce pas ?» Il confirma d'un mouvement de tête. « Je veux que tu saches que tu n'as pas à affronter cette situation seule. Il existe des lois qui protègent les enfants dans des cas comme le tien. »« Des cas comme le mien ?» demanda Gabriel, d'une petite voix curieuse. « Des cas d'héritage, de patrimoine familial, de protection des biens laissés par les parents, » expliqua Patricia, lançant un regard significatif à Robert. « Et surtout des cas où les mineurs doivent voir leurs droits respectés sans subir d'humiliation publique. » Robert se rendit compte que la situation lui échappait. La présence d'une avocate transformait ce divertissement matinal en un problème juridique potentiel. Il tenta de retrouver son sang-froid, mais sa voix trahissait la nervosité qui commençait à le gagner. « Madame l'avocate, je ne faisais que suivre les procédures standards de la banque. Nous devons être prudents avec les comptes impliquant des mineurs, » dit-il, essayant de paraître professionnel. « Humilier un enfant publiquement est une procédure standard ?» rétorqua Patricia, sans perdre son calme, mais avec une fermeté qui fit déglutir Robert. Juliane, qui avait suivi toute la conversation, sentit qu'elle devait intervenir. Elle regarda Gabriel, puis Patricia, et, enfin, son chef. Quelque chose en elle se révoltait contre l'injustice dont elle était témoin, et elle prit une décision qui allait complètement changer le cours de cette matinée. « Monsieur le directeur, je pense que nous devrions informer Gabriel du solde de son compte. »« Il a le droit de le savoir, » dit Juliane, se surprenant elle-même par son propre courage. « Juliane, cela ne vous regarde pas, » répondit Robert sur un ton d'avertissement. « En fait, si.
Mon travail consiste à servir les clients avec transparence et respect, quel que soit leur âge, rétorqua l'employé, sentant le soutien silencieux de l'avocate. Gabriel restait silencieux, tenant son papier jauni comme un bouclier protecteur. Il pouvait sentir la tension dans l'air, mais il pouvait aussi percevoir que, pour la première fois depuis son entrée dans cette banque, des personnes étaient prêtes à le défendre. Le souvenir de sa mère semblait être là, lui murmurant à l'oreille qu'il était plus fort qu'il ne l'imaginait. Patricia s'adressa directement à Robert. « Monsieur le directeur, je vous suggère de remplir votre fonction et de fournir les informations demandées par le client. Sinon, je peux déposer une plainte auprès de la Banque de France pour mauvais traitement à l'encontre d'un mineur et non-respect des protocoles de service. » L'ultimatum de l'avocate résonna dans le hall comme un coup de tonnerre. Robert comprit qu'il ne pouvait plus échapper à cette situation sans provoquer un scandale encore plus grand. Les doigts tremblants, il retourna à l'ordinateur de Juliane et accéda de nouveau au compte de Gabriel. Le solde actuel du compte est de... Robert fit une pause dramatique, comme s'il rassemblait son courage pour prononcer les mots « 820 342 € et 15 centimes ». Le hall de la banque plongea dans un silence absolu. Certaines personnes qui avaient suivi la situation depuis le début échangèrent des regards incrédules. Un monsieur dans la file murmura un « Mon Dieu » presque inaudible. Juliane se couvrit la bouche avec la main, surprise par le montant qu'elle venait d'entendre. Gabriel resta immobile pendant quelques secondes, traitant cette information. Plus de 800 000 €. Sa mère, qui avait travaillé 3 postes par jour, qui économisait chaque centime, qui n'achetait que l'essentiel, avait réussi à rassembler une somme qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Les larmes qu'il avait retenues pendant toute l'humiliation coulaient maintenant librement sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion complexe qui mêlait gratitude, nostalgie et un amour profond pour une femme qui était partie sans jamais révéler l'ampleur de son sacrifice et de son dévouement. Patricia s'approcha du garçon et posa une main douce sur son épaule. « Gabriel, ta mère t'aimait beaucoup, et elle voulait s'assurer que toi et ton frère soyez protégés, quoi qu'il arrive. » Le garçon leva les yeux vers l'avocate et à ce moment, un lien spécial s'établit entre eux. Patricia vit en Gabriel non seulement un enfant ayant besoin de protection légale, mais un exemple vivant de résistance et de dignité. Le garçon vit dans l'avocate non seulement une professionnelle compétente, mais quelqu'un qui se souciait véritablement de son bien-être. Robert, essayant toujours de se remettre du choc, réalisa qu'il devait prendre une mesure pour minimiser les dommages à sa réputation et à celle de la banque. Bien, maintenant que nous avons confirmé les informations, nous devons suivre les procédures légales pour le déblocage des fonds pour les mineurs. Cela peut prendre quelques jours. « Quelques jours ?» interrompit Patricia. « Monsieur, le directeur, il existe une procédure d'urgence pour les cas impliquant des mineurs en situation de vulnérabilité. Je peux demander une autorisation judiciaire dès aujourd'hui. » Gabriel regarda autour de lui et réalisa que cette matinée avait changé sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas encore totalement comprendre. Le papier jauni dans ses mains n'était pas seulement un document avec des chiffres, c'était la matérialisation de l'amour inconditionnel de sa mère, la preuve qu'elle avait pensé à chaque détail de l'avenir de ses enfants, même dans les moments les plus difficiles. Juliane s'approcha du groupe et s'adressa à Gabriel. « Mon grand, as-tu d'autres frères et sœurs? Quelqu'un s'occupe de toi? »« J'ai mon frère Lucas, il a 7 ans. Madame Geneviève, notre voisine, s'occupe de nous depuis que... » Gabriel ne put terminer sa phrase, mais tout le monde comprit. Patricia nota ces informations sur un bloc-notes. « Gabriel, je vais t'aider à régler tout ça de la bonne manière. Ta mère a construit ce patrimoine en pensant à votre avenir, et je vais m'assurer que cet avenir soit exactement comme elle l'a rêvé. » Robert, réalisant qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation, tenta de se retirer discrètement dans son bureau, mais Patricia l'intercepta. « Monsieur le directeur, nous avons besoin d'une copie de l'intégralité du relevé de ce compte, depuis son ouverture, et je veux que cela soit fait maintenant, » dit-elle, sur un ton qui n'admettait aucune contestation. Tandis que Robert se dirigeait à contre-cœur vers l'ordinateur pour générer les documents demandés, Gabriel sentait que quelque chose de bien plus grand se passait ici. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de justice, de respect
et de la certitude que sa mère avait été une femme bien, plus sage et courageuse qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le soleil de Paris continuait de briller à travers les fenêtres de la banque, mais pour Gabriel, cette matinée représentait le début d'une nouvelle phase de sa vie, une phase où il ne serait plus seul, où il y aurait des gens prêts à se battre à ses côtés, et où la mémoire de sa mère se révélerait encore plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation à la banque, et Gabriel avait encore l'impression de vivre un rêve. La nouvelle de l'héritage s'était rapidement répandue dans la communauté où il vivait, dans le quartier de Montreuil en banlieue est de Paris. Madame Geneviève n'en avait parlé qu'à quelques voisines proches, mais dans une communauté où tout le monde se connaît, les secrets ont leur propre vie et parcourent les ruelles comme le vent entre les maisons. La maison où Gabriel et Lucas vivaient avec la voisine était simple, mais accueillante. 2 petites chambres, un salon qui servait aussi de cuisine, et une cour où Madame Geneviève cultivait ses plantes médicinales. Les murs écaillés et le toit qui fuyait à certains endroits racontaient l'histoire d'une vie sans luxe, mais riche en affection et en solidarité. Ce jeudi matin, Gabriel aidait Madame Geneviève à étendre le linge sur la corde quand il entendit le portail grincer. C'était un son différent de l'habituel, plus prudent, comme si quelqu'un hésitait avant d'entrer. Le garçon se retourna et vit un homme d'environ 50 ans, grand, mince, portant une chemise froissée et un jean délavé. Ses cheveux étaient sombres avec des fils gris sur les tempes et il portait un porte-documents en cuir très usé. « Bonjour », dit l'homme, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je cherche Gabriel Martin Dubois. » Madame Geneviève se plaça immédiatement entre l'étranger et les enfants avec cet instinct protecteur qu'elle avait développé au cours de ses 72 ans de vie. Elle savait qu'après la découverte de l'héritage, Gabriel pourrait devenir la cible de personnes mal intentionnées. « Qui le demande ?» demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur le tablier fleuri qu'elle portait toujours pour les tâches ménagères. « Je m'appelle Charles Moreau », répondit l'homme sortant un document de sa poche. « Je suis le frère du défunt père de Gabriel. Je suis venu dès que j'ai appris la situation des enfants. » Gabriel fronça les sourcils. Sa mère n'avait jamais mentionné d'oncle, et il savait presque tout sur sa famille. Marina avait toujours été très transparente sur ses origines modestes et sur l'absence du père des garçons, qui avait disparu de leur vie quand Gabriel était encore très petit. « Ma mère n'a jamais parlé de vous », dit le garçon, s'approchant de Madame Geneviève. Charles rit d'une manière qui se voulait décontractée, mais qui sonnait forcée. « Eh bien, ton père et moi étions en froid depuis de nombreuses années. Une querelle de famille, tu sais ce que c'est ? Mais maintenant, sachant que vous êtes seul, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de me présenter et d'offrir mon aide. » Madame Geneviève perçut quelque chose d'étrange dans le comportement de l'homme. Tout au long de sa vie, elle avait développé une capacité presque surnaturelle à identifier les personnes mal intentionnées. C'était une compétence qui avait protégé sa famille et ses voisins à de nombreuses reprises. « Quel genre d'aide ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Eh bien, j'ai appris que Gabriel a hérité d'une somme considérable de sa mère, » dit Charles, feignant l'embarras. « Un enfant ne peut pas gérer ce genre de patrimoine seul. Il a besoin d'un tuteur légal, quelqu'un de la famille. » Gabriel sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'homme parlait de l'argent qui le dérangeait profondément. C'était comme si Charles savait déjà exactement combien il y avait sur le compte, comme s'il avait des informations détaillées sur quelque chose qui aurait dû être confidentiel. « Et comment avez-vous su pour l'argent ?» demanda Gabriel avec une maturité qui surprit Charles lui-même. L'homme hésita une fraction de seconde, mais reprit rapidement. « Les nouvelles vont vite, mon garçon, surtout dans une communauté comme celle-ci. L'important, c'est que maintenant vous avez quelqu'un de la famille pour s'occuper de tout. » Madame Geneviève se souvint des conseils que Patricia Allard lui avait donnés lors de leur conversation téléphonique, la veille au soir. L'avocate avait été très claire. Toute personne se présentant en prétendant être un parent devait être traitée avec une extrême prudence, surtout si elle manifestait un intérêt spécifique pour l'héritage. « Monsieur Moreau, Gabriel est déjà conseillé par une avocate spécialisée », informa Madame Geneviève. « Toutes les questions juridiques sont traitées de la bonne manière. » L'expression de Charles changea légèrement. Le sourire forcé laissa place à un sérieux qui révélait sa véritable personnalité. « Une avocate ? Quelle avocate ? Un enfant n'a pas besoin d'une avocate, il a besoin d'une famille. » « Maître Patricia Allard, »
répondit Gabriel, se sentant plus en sécurité en mentionnant le nom de la femme qui était devenue son alliée. Elle va s'assurer que tout soit fait correctement. Charles nota mentalement le nom de l'avocate. Il devait en savoir plus sur cette femme et sur la façon dont elle s'était impliquée dans la situation. Ses plans dépendaient de son accès légal aux enfants et par conséquent à l'argent de l'héritage. « Écoutez, je comprends votre inquiétude, » dit-il, changeant de stratégie et adoptant un ton plus doux. « Mais je suis l'oncle de sang de ces enfants. J'ai des droits légaux qu'une étrangère n'a pas. Je peux leur offrir la stabilité, une meilleure maison, une éducation de qualité. » Lucas, qui était resté silencieux jusqu'alors en jouant avec une petite voiture en bois que Gabriel lui avait fabriquée, leva les yeux et dit avec l'innocence typique d'un enfant de 7 ans. « Mais on aime bien vivre avec Madame Geneviève. Elle fait un gâteau à la carotte exactement comme celui de notre maman. » La simplicité de la réponse de Lucas toucha profondément le cœur de Madame Geneviève et irrita Charles, qui réalisa que les enfants ne montraient aucun intérêt à quitter cette humble maison pour vivre avec lui. « Lucas, parfois nous devons faire des choix en pensant à l'avenir, » dit Charles, essayant de paraître paternel. « Avec l'argent que vous avez, vous pouvez étudier dans les meilleures écoles, vivre dans une grande maison. »« Je ne veux pas d'une grande maison, » interrompit Lucas, s'approchant de Gabriel. « Je veux rester avec mon frère et avec Madame Geneviève. » Gabriel serra Lucas dans ses bras de manière protectrice. À ce moment, il eut la certitude absolue que cet homme n'était pas digne de confiance. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui rappelait les regards qu'il avait déjà vus chez des gens qui fréquentaient certains bars du quartier, des gens qui parlèrent d'argent avec une avidité qui transparaissait dans chaque mot. « Monsieur Moreau, » dit Gabriel avec une fermeté qui surprit même Madame Geneviève, « merci pour votre visite, mais nous sommes bien ici. Si vous êtes vraiment notre oncle, vous pouvez parler avec Maître Patricia. Elle saura comment tout régler de la bonne manière. » Charles comprit qu'il ne parviendrait pas à gagner la confiance des enfants lors de cette première rencontre. Il devait changer de stratégie et agir de manière plus sophistiquée. Mais avant de partir, il décida de semer le doute. « Gabriel, Lucas, » dit-il en rangeant les documents dans son porte-documents. « J'espère que vous comprenez que toutes les personnes qui se présentent en offrant de l'aide n'ont pas de bonnes intentions. Cette avocate, par exemple, combien vous facture-t-elle pour ses services ? » « Elle ne nous facture rien, » répondit immédiatement Gabriel. « Elle a dit qu'elle voulait aider parce que c'est la bonne chose à faire. » Charles rit de manière sardonique. « Mon garçon, personne ne travaille gratuitement dans ce monde. Cette femme doit avoir un intérêt dans votre argent. Faites attention de ne pas le découvrir trop tard. » Après ces mots, Charles prit congé et sortit par le portail, laissant derrière lui une atmosphère chargée de tension. « Madame. » Geneviève attendit d'être sûre qu'il s'était éloigné pour parler à Gabriel. « Mon fils, je n'ai pas du tout aimé cet homme, » dit-elle en s'asseyant sur une chaise en plastique dans la cour. « Quelque chose me dit qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. » Gabriel s'assit à côté d'elle, traitant encore la conversation. « Je l'ai senti aussi, Madame Geneviève. Ma mère m'a toujours dit que quand quelqu'un parle beaucoup d'argent, c'est qu'il a des arrière-pensées. » La sagesse de Marina se révélait une fois de plus à travers les paroles de son fils. Madame Geneviève sourit tristement, se souvenant de son ami qui était parti en laissant 2 garçons si spéciaux et intelligents. Le même après-midi, Gabriel appela Patricia Allard et lui raconta la visite du prétendu oncle. L'avocate écouta attentivement chaque détail et, à la fin, posa une question qui inquiéta le garçon. « Gabriel, tu as dit que cet homme était au courant du montant exact de l'héritage ? » « Il n'a pas dit le montant, mais il en a parlé comme s'il savait que c'était beaucoup d'argent. »« C'est étrange, » murmura Patricia, pensive. « Peu de gens ont accès à cette information. Je vais enquêter sur ce Charles Moreau et vérifier également s'il y a eu une fuite d'informations à la banque. » L'avocate avait développé une affection particulière pour Gabriel et Lucas depuis leur première rencontre. Il y avait quelque chose dans la détermination du garçon et la pureté de ses intentions qui lui rappelait les raisons pour lesquelles elle avait choisi de se spécialiser en droit de la famille. C'étaient des cas, comme celui-ci, qui donnaient un sens à sa profession. Le vendredi matin, Patricia se rendit à la banque pour une réunion avec Robert Mercier. Elle avait officiellement demandé des copies de tous les documents relatifs au compte de Gabriel et voulait éclaircir certains points
sur les procédures nécessaires pour débloquer une partie de l'argent pour les besoins immédiats des enfants. Robert l'a reçu dans son bureau avec une cordialité exagérée qui attira immédiatement l'attention de l'avocate. Le directeur semblait nerveux, transpirait plus que la normale pour une matinée douce à Paris, et ses gestes étaient plus brusques que d'habitude. « Maître Allard, quel plaisir de vous recevoir à nouveau », dit-il en lui indiquant une chaise en face de son bureau. « J'espère que nous pourrons tout régler rapidement et efficacement. »« Je l'espère aussi, directeur Mercier. J'ai besoin de comprendre certains points concernant le compte de Gabriel, » dit-elle, en ouvrant son porte-documents et en sortant quelques notes. « D'après ce que j'ai vu sur le relevé préliminaire, des dépôts mensuels réguliers ont été effectués pendant plus de 10 ans. Le dévouement de la mère est impressionnant. » Robert confirma d'un hochement de tête, mais il y avait quelque chose dans son expression que Patricia ne parvenait pas à déchiffrer. Oui, Madame Dubois était très dévouée. Elle venait toujours en personne faire les dépôts. « Vous la connaissiez personnellement » demanda Patricia en haussant un sourcil. « Eh bien, je la voyais ici à la banque. Une femme simple, travailleuse. Elle parlait toujours de ses enfants, » répondit Robert, réalisant qu'il avait fourni des informations inutiles. Patricia prit quelques notes. Il était étrange qu'un directeur régional connaisse personnellement une cliente qui effectuait des dépôts de seulement 250 € par mois. Généralement, ce type de transaction était traité par les caissiers, sans parvenir à la connaissance de la direction. « Monsieur le directeur, je dois demander qu'un audit complet du compte soit effectué. Je veux être sûr qu'il n'y a eu aucune irrégularité au fil des ans. » L'expression de Robert changea radicalement. « Un audit ? Maître, est-ce vraiment nécessaire ? Notre institution a des protocoles rigoureux. »« C'est exactement pour cela qu'il ne devrait y avoir aucun problème, » interrompit Patricia, en gardant un ton professionnel mais ferme. « Lorsqu'il s'agit d'un héritage de cette ampleur laissé à des mineurs, toutes les procédures doivent être impeccables. » Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre, essayant de gagner du temps pour organiser ses pensées. La vérité était qu'il avait remarqué le compte de Marina il y a quelques années, lorsqu'il avait commencé à observer que ces dépôts réguliers pourraient être utilisés pour certaines opérations financières qui profiteraient à la banque et, par conséquent, à sa propre position dans l'institution. « Maître, je vais faire le nécessaire pour tout ce que vous demandez, » dit-il finalement. « Mais ce type d'audit peut prendre quelques semaines. » « Pas de problème. En attendant, je veux qu'une somme soit débloquée pour les besoins de base des enfants. 5 000 € pour les dépenses immédiates. » Robert accepta, mais son esprit travaillait déjà sur d'autres possibilités. Il devait trouver un moyen de retarder toute enquête plus approfondie sur le compte, du moins jusqu'à ce qu'il parvienne à annuler certaines opérations qu'il avait autorisées en utilisant l'argent de Gabriel comme garantie. Le même après-midi, Charles Moreau appela Robert depuis une cabine téléphonique du centre-ville. La conversation fut brève, mais suffisante pour que les deux hommes alignent leur stratégie. « L'avocate demande un audit », informa Robert, regardant nerveusement autour de lui pour s'assurer qu'il était seul dans son bureau. « Nous devons accélérer nos plans », répondit Charles. « Je vais déposer une demande de tutelle des enfants dès aujourd'hui, en prétextant que la voisine âgée n'est pas en mesure de s'occuper d'eux correctement. Et si l'audit révèle les placements que nous avons faits? Il n'y aura pas le temps. Une fois que j'aurai la garde légale des enfants, je pourrai autoriser n'importe quel mouvement sur le compte. On réglera le reste plus tard. » Robert raccrocha le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Il savait qu'il était impliqué dans une situation qui pourrait détruire sa carrière et sa vie, mais il était maintenant trop tard pour faire marche arrière. L'argent qu'il avait emprunté sur le compte de Gabriel pour des investissements personnels devait être remboursé rapidement, sinon il ferait face à de très graves conséquences. Pendant ce temps, à Montreuil, Madame Geneviève commença à ressentir des symptômes qui l'inquiétèrent. Des douleurs dans la poitrine qui apparaissaient surtout lorsqu'elle était nerveuse ou agitée, un essoufflement pendant les tâches ménagères et une fatigue qui ne semblait pas passer même après une nuit entière de sommeil. Elle avait caché ces symptômes aux enfants pour ne pas les inquiéter, mais elle savait qu'elle devait consulter un médecin. Le problème était qu'avec les dépenses supplémentaires qu'elle avait eues en s'occupant de Gabriel et Lucas, elle avait retardé plusieurs consultations et examens de routine. Gabriel remarqua que quelque chose n'allait pas avec Madame Geneviève quand il la vit s'asseoir brusquement pendant la préparation du dîner, portant la main à sa poitrine,
avec une expression de douleur. « Madame Geneviève, ça va ?» demanda-t-il, lâchant immédiatement le cahier où il faisait ses devoirs. « Oui, mon fils, juste un peu de fatigue, » répondit-elle, essayant de sourire, mais Gabriel perçut que le sourire n'était pas naturel. « Vous devez aller chez le médecin, » insista le garçon avec une préoccupation qui toucha profondément le cœur de la vieille femme. « Gabriel, un médecin, ça coûte cher, mon fils, et je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour moi. » Cette nuit-là, Gabriel ne put dormir en pensant à deux choses: l'étrangeté du comportement de l'homme qui se disait son oncle et la santé de Madame Geneviève. Il savait qu'il avait assez d'argent pour résoudre n'importe quel problème médical qu'elle pourrait avoir, mais il savait aussi que les procédures légales pour accéder à l'héritage étaient compliquées. Le samedi matin, Gabriel prit une décision. Il appela Patricia Allard et lui expliqua l'état de santé de Madame Geneviève. L'avocate comprit immédiatement l'urgence de la situation et promit d'accélérer le déblocage d'une somme plus importante pour couvrir les frais médicaux nécessaires. « Gabriel, je vais obtenir une autorisation judiciaire d'urgence, » dit-elle. « D'ici lundi, nous aurons au moins 15 000 € disponibles pour prendre soin de Madame Geneviève. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Charles Moreau et Robert Mercier avaient passé le week-end à préparer un plan qui pourrait compliquer considérablement la situation. Charles avait contacté un avocat sans scrupules, spécialisé dans les affaires de tutelle. Et ensemble, ils avaient préparé un dossier qui serait déposé le lundi matin. Le document affirmait que Geneviève Perrin, âgée de 72 ans, souffrant de problèmes cardiaques, n'avait ni les conditions physiques ni financières pour s'occuper adéquatement de 2 enfants. Il demandait le transfert immédiat de la garde à Charles Moreau, parent par le sang et unique membre de la famille connue des mineurs. Comme preuve, le dossier incluait des photos de la maison simple où vivaient les enfants, des rapports médicaux obtenus de manière douteuse sur la santé de Madame Geneviève, et des déclarations de voisins qui avaient été manipulés ou mal informés sur la situation réelle de la famille. Robert, de son côté, avait préparé une série de documents qui rendraient difficile tout audit immédiat du compte de Gabriel. Il avait transféré une partie des fonds vers des placements à long terme qui ne pouvaient pas être retirés immédiatement et avait créé une série de frais et de charges fictifs qui justifieraient toute différence constatée dans le solde. Le dimanche matin, Gabriel se réveilla avec un mauvais pressentiment. Madame Geneviève avait mal dormi, avec des douleurs thoraciques plus intenses, et il avait dû l'aider plusieurs fois pendant la nuit. Lucas, effrayé par la situation, avait dormi dans le lit de son frère aîné, cherchant le réconfort et la protection que Gabriel avait toujours représenté pour lui. « Gabriel, » dit Madame Geneviève d'une voix plus faible que d'habitude, « s'il m'arrive quelque chose, tu dois appeler Maître Patricia immédiatement. N'accepte pas l'aide d'étrangers, ne signe aucun papier, ne quittez pas cette maison sans son autorisation. » « Ne dites pas ça, Madame Geneviève, » répondit Gabriel en lui tenant la main. « Vous allez vous rétablir. Demain, nous irons chez le médecin, et avec l'argent de ma mère, nous prendrons bien soin de vous. » Mais Madame Geneviève, avec la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup vécu et vu de nombreuses situations difficiles, savait que quelque chose approchait. Elle pouvait sentir dans l'air cette tension qui précède les grandes tempêtes, et sa seule préoccupation était de s'assurer que Gabriel et Lucas seraient protégés lorsque cette tempête arriverait. L'après-midi, alors que Gabriel aidait Madame Geneviève à prendre son médicament pour le cœur, elle dit quelque chose qui resta gravé dans sa mémoire. « Mon fils, ta mère, était une femme très sage. Elle savait que la vie vous mettrait à l'épreuve, et c'est pour ça qu'elle a laissé cette protection. Mais souviens-toi, l'argent n'est qu'un outil. Ce qui vous protégera vraiment, c'est l'intelligence, le courage et l'amour qu'elle a planté dans vos cœurs. » Gabriel serra fort Madame Geneviève dans ses bras, sentant qu'elle essayait de lui transmettre une leçon très importante. Il ne savait pas encore exactement quel défi l'attendait, mais il sentait que sa vie était sur le point de changer à nouveau, et que cette fois, il devrait être encore plus fort et courageux qu'il ne l'avait été ce matin-là à la banque. La nuit de dimanche passa lentement. Gabriel se réveillant plusieurs fois pour vérifier si Madame Geneviève respirait normalement. Lucas dormait profondément, inconscient des préoccupations de son frère, mais même dans ses rêves, il murmurait le nom de sa mère, comme si son âme d'enfant
savait qu'il aurait besoin d'elle plus que jamais dans les jours à venir. Le lundi se leva gris sur Paris, avec ses nuages chargés qui annoncent la pluie et semblent refléter les moments difficiles de la vie. Gabriel se leva tôt, comme il le faisait toujours pour préparer le petit déjeuner de Lucas. Mais il trouva Madame Geneviève assise dans la cuisine, pâle et le souffle court. Elle avait passé une nuit blanche, avec des douleurs dans la poitrine qui s'intensifiaient d'heure en heure. « Madame Geneviève, vous n'auriez pas dû vous lever, » dit Gabriel courant pour l'aider. « Je vais appeler maître Patricia tout de suite. »« Calme-toi, mon fils, » répondit-elle, essayant de sourire, mais la douleur était évidente sur son visage. « Il est encore très tôt. Attendons au moins 8 heures. » Gabriel prépara une tisane à la camomille, une des recettes que sa mère lui avait apprises pour les moments de nervosité et d'anxiété. Pendant que l'eau chauffait, il observait Madame Geneviève et sentait une angoisse grandir dans sa poitrine. La femme qui était devenue sa seconde mère avait clairement besoin de soins médicaux urgents. Lucas se réveilla et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avec la sensibilité typique des jeunes enfants, il s'approcha de Madame Geneviève et, sans dire un mot, lui serra simplement la jambe, offrant le seul réconfort qu'il savait donner. À 8 heures précises, Gabriel appela Patricia. L'avocate répondit dès la première sonnerie, comme si elle attendait l'appel. « Gabriel, bonjour. Comment va Madame Geneviève ?»« Maître, elle va très mal. Elle a eu mal à la poitrine toute la nuit et a du mal à respirer. Elle doit aller voir un médecin d'urgence. Je viens vous chercher dans 1 heure. J'ai déjà obtenu l'autorisation judiciaire pour débloquer 15 000 € pour les urgences médicales. Nous irons directement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. » Patricia raccrocha et annula immédiatement tous ses rendez-vous de la matinée. Il y avait quelque chose chez Gabriel qui la touchait profondément, une combinaison de maturité précoce et de vulnérabilité enfantine qui éveillait en elle un instinct protecteur qu'elle ne se connaissait pas. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Patricia, Gabriel aida Madame Geneviève à s'habiller et prépara un petit sac avec les médicaments qu'elle prenait. Lucas, même sans comprendre entièrement la gravité de la situation, collaborait comme il le pouvait, apportant les chaussures de la voisine et mettant quelques biscuits dans un sac. C'est à ce moment précis que Charles Moreau arriva, accompagné d'une femme qui se présenta comme assistante sociale et de 2 hommes en costume qui étaient clairement des huissiers de justice. Le groupe arriva dans 2 voitures noires, créant une atmosphère intimidante qui alarma immédiatement Gabriel. « Gabriel, Lucas, » dit Charles, essayant de paraître paternel, « je suis venu vous chercher. J'ai obtenu l'autorisation du tribunal pour m'occuper de vous. » Gabriel sentit son sang se glacer. « Quelle autorisation? Nous ne voulons pas partir avec vous. » La femme qui se disait assistante sociale s'approcha avec un sourire artificiel. « Bonjour les enfants, je suis Régine Morel, des services de la protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement indiquant que vous vivez dans des conditions inadéquates. »« Quelles conditions inadéquates ?» demanda Gabriel, avec une indignation qui surprit les adultes. « Nous sommes bien ici. » L'un des huissiers montra un document. « Garçon, il a été décidé par la justice que vous devez être transféré sous la garde de Monsieur Charles Moreau, votre parent par le sang. La dame âgée qui s'occupait de vous n'est pas en état de santé pour assumer cette responsabilité. » Gabriel regarda Madame Geneviève, qui était assise sur la chaise de la cuisine, clairement affaiblie, mais les yeux brillants d'indignation. Même malade, elle ne laisserait pas emmener ses enfants sans se battre. « Je n'accepte pas ça, » dit Madame Geneviève d'une voix faible mais déterminée. « Ces enfants ont une avocate. Vous ne pouvez pas les emmener sans parler à maître Patricia Allard. » Charles échangea un regard significatif avec Régine. « Madame Perrin, l'avocate n'a aucune autorité légale sur les enfants. Je suis le parent le plus proche, et le juge a déterminé que c'est mieux pour eux. »« Mieux pour qui ?» demanda une voix ferme venant de la porte. Patricia était arrivée et avait entendu une partie de la conversation. « Qui êtes-vous et quelle est cette autorisation ?» La présence de l'avocate changea immédiatement la dynamique de la situation. Régine tenta de maintenir une posture officielle, mais il était évident qu'elle ne s'attendait pas à trouver une professionnelle prête à contester ses procédures. « Je suis Régine Morel, assistante sociale. Nous exécutons une décision de justice pour transférer la garde de ces enfants, » dit-elle, tendant une copie du document à Patricia.
Patricia lut rapidement le papier et identifia immédiatement plusieurs irrégularités. Ce document a été délivré en référé, sans audition de la partie intéressée, sans enquête sociale adéquate et sans considération de l'intérêt supérieur des mineurs. Il est juridiquement contestable. Charles s'irrita de l'ingérence de l'avocate. « Maître, le juge a déjà décidé. Ces enfants ont besoin d'une famille structurée, pas d'une voisine malade. »« Et vous êtes une famille structurée depuis quand ?» rétorqua Patricia, analysant Charles d'un œil critique. « Gabriel, connaissais-tu cet homme avant la semaine dernière ?»« Non, maître, ma mère n'a jamais parlé de lui. » répondit Gabriel, s'approchant de Patricia comme si elle était un havre de paix. Patricia sortit son téléphone et appela le greffe du tribunal responsable de la décision. Après une conversation de 5 minutes, elle raccrocha avec une expression victorieuse. « Messieurs, je viens de vérifier, et cette ordonnance a été délivrée en urgence, mais elle n'a pas respecté le délai légal de publication. Vous essayez d'exécuter une décision qui n'est pas encore officiellement valide. De plus, je vais déposer dès maintenant une demande de suspension de cette ordonnance. » Les huissiers se regardèrent, clairement embarrassés. Il était évident qu'ils avaient été utilisés dans une procédure irrégulière et ils ne voulaient pas s'impliquer dans une situation qui pourrait leur causer des problèmes professionnels. « Maître, » dit l'un des huissiers, « s'il y a des contestations légales sur la validité de la décision, il vaut mieux attendre une confirmation officielle. » Charles réalisa que son plan s'effondrait. Il avait compté sur l'intimidation et le manque de connaissances juridiques des personnes impliquées, mais il ne s'attendait pas à trouver une avocate aussi préparée et déterminée. « C'est absurde !» cria-t-il, perdant complètement son sang-froid. « Ces enfants ont droit à une vie meilleure. Cette femme malade ne peut pas s'occuper d'eux et cette avocate n'est intéressée que par l'argent. » L'accusation contre Patricia fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Gabriel. « Vous ne savez rien de nous. Madame Geneviève s'est occupée de nous avec plus d'amour que vous ne pourriez jamais en avoir. Et Maître Patricia nous aide gratuitement, parce que c'est une bonne personne. » Lucas, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, s'approcha de Charles et dit avec la sincérité brutale des jeunes enfants, « Je ne vous aime pas. Vous avez de mauvais yeux. » La remarque innocente de Lucas provoqua un malaise général. Régine comprit que la situation se compliquait bien au-delà de ce qui avait été prévu et décida de se retirer avant que sa propre réputation professionnelle ne soit compromise. « Monsieur Moreau, je pense qu'il vaut mieux attendre une nouvelle décision de justice. Je vais rédiger un rapport plus détaillé sur les conditions de vie des enfants, » dit-elle en se dirigeant déjà vers la porte. Après le départ du groupe, Patricia se tourna vers Madame Geneviève, qui était restée assise pendant toute la discussion, clairement épuisée par la tension émotionnelle. « Madame Geneviève, allons à l'hôpital maintenant. Gabriel prend quelques documents de base et nous allons d'abord nous occuper de votre santé. On s'occupera du reste plus tard. » Pendant le trajet vers l'hôpital, Patricia appela un détective privé qu'elle avait connu dans d'autres affaires. Marc Simon était un ancien policier spécialisé dans les enquêtes sur la fraude et avait une réputation impeccable dans le milieu juridique. « Marc, j'ai besoin d'une enquête urgente. Un homme nommé Charles Moreau, qui prétend être l'oncle de 2 enfants, est apparu de nulle part, intéressé par un héritage considérable. Je veux tout savoir sur lui. Patricia, envoie-moi les infos par WhatsApp et d'ici demain, je te donnerai un rapport complet, » répondit Marc. « Si ça sent l'arnaque, je le découvrirai. » À l'hôpital, les médecins confirmèrent que Madame Geneviève souffrait d'une arythmie cardiaque grave, probablement causée par le stress émotionnel des derniers jours. Elle aurait besoin d'une opération pour poser un stimulateur cardiaque et l'intervention coûterait environ 200 000 € dans un hôpital privé, car la sécurité sociale avait une liste d'attente de 6 mois. « Maître, » dit Gabriel, tenant la main de Madame Geneviève, alors qu'elle était sur le brancard, « utilisez l'argent de mon héritage pour l'opérer. Ma mère aurait voulu ça. » Patricia sentit ses yeux se remplir de larmes. La générosité et la maturité de ce garçon de 10 ans étaient impressionnantes. « Gabriel, je vais tout organiser. Madame Geneviève aura le meilleur traitement possible. » Pendant que Madame Geneviève passait des examens préopératoires, Patricia reçut un appel de Marc. « Patricia, tu avais raison. Ce Charles Moreau est une imposture totale. » « Comment ça ? » « Premièrement, il n'est pas parent des enfants. Son vrai nom est Charles Michaud.
et il a un casier pour des tentatives d'escroquerie à l'héritage. Deuxièmement, et c'est plus grave, il est associé dans une société de conseil financier avec Robert Mercier. Robert Mercier, le directeur de la banque? Le même. L'entreprise s'appelle Investissement Parisien SARL, et ces derniers mois, ils ont brassé des sommes suspectes. Patricia, je pense que ces gens utilisent des informations privilégiées de la banque pour monter des arnaques. La révélation de Marc confirma tous les soupçons de Patricia. La situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un parent opportuniste, essayant de profiter d'enfants orphelins, c'était un réseau de fraude organisée impliquant des employés de la banque. Marc, j'ai besoin de preuves documentaires, tout ce que tu peux trouver sur les mouvements financiers et surtout sur le compte de Gabriel. Je soupçonne qu'ils ont pu toucher à l'argent. J'y travaille déjà. J'ai des contacts dans le secteur bancaire qui peuvent m'aider. Je t'envoie un rapport préliminaire d'ici demain soir. Patricia raccrocha le téléphone avec un mélange de colère et de détermination. Elle avait traité de nombreux cas de corruption et de fraude au cours de sa carrière, mais elle avait rarement été confrontée à quelque chose d'aussi abject que de tenter de voler l'héritage d'enfants orphelins. Gabriel et Lucas attendèrent dans le couloir de l'hôpital, mangeant un encas que Patricia avait acheté à la cafétéria. Le garçon plus âgé observait les allées et venues des médecins et des infirmières, essayant de lire sur leur visage si Madame Geneviève était réellement en danger. « Maître, » demanda Gabriel lorsque Patricia s'approcha d'eux, « est-ce que Madame Geneviève va guérir ?»« Oui, Gabriel. L'opération est compliquée, mais les médecins sont très bons. Dans quelques jours, elle sera de retour à la maison pour s'occuper de vous à nouveau, » répondit Patricia, s'asseyant à côté des garçons. « Et cet homme, il peut vraiment nous emmener ?» Patricia serra Gabriel dans ses bras de manière protectrice. « Pas tant que je m'occuperai de vous. J'ai découvert qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, et je prends déjà les mesures légales pour vous protéger. » Lucas se blottit de l'autre côté de Patricia, et à ce moment-là, elle sentit une responsabilité qui allait bien au-delà du professionnel. Ces deux enfants courageux et affectueux avaient complètement conquis son cœur. Le lendemain matin, alors que Madame Geneviève se préparait pour l'opération, Patricia reçut le rapport de Marc. Les Bahamas. L'information était encore plus choquante qu'elle ne l'avait imaginé. Robert Mercier avait utilisé l'argent du compte de Gabriel pour faire des placements à risque au nom de l'entreprise qu'il détenait avec Charles Michaud. Plus de 350 000 € avaient été détournés au cours des 2 dernières années. Patricia saisit immédiatement le parquet et la police judiciaire. L'affaire impliquait un crime contre le système financier national, une fraude sur personnes vulnérables, une association de malfaiteurs et un abus de confiance. Les peines pouvaient aller jusqu'à 20 ans de prison pour chaque personne impliquée. L'enquête de police fut rapide et efficace. Avec les preuves fournies par Marc et le soutien technique de la Banque de France, en moins de 48 heures, la police judiciaire avait démantelé tout le réseau criminel. Robert et Charles n'étaient pas les seuls impliqués. Il y avait un réseau de personnes spécialisées dans l'identification d'héritages de personnes vulnérables pour monter des escroqueries sophistiquées. Le jeudi matin, alors que Gabriel et Lucas prenaient leur petit déjeuner à l'hôpital à côté du lit, où Madame Geneviève se remettait de son opération réussie, ils virent à la télévision de la chambre la nouvelle qui allait définitivement changer leur vie. L'opération Héritage perdu de la police judiciaire démantèle un réseau spécialisé dans les fraudes bancaires, annonça la journaliste. Parmi les personnes arrêtées figurent Robert Mercier, directeur de la Banque de France sur le boulevard Haussmann, et Charles Michaud, qui se faisait passer pour un parent d'enfants orphelins pour accéder à des héritages millionnaires. Gabriel regarda le reportage avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Tout ce que Patricia avait dit se confirmait, et il réalisait maintenant à quel point il avait été naïf d'avoir presque cru l'homme qui se disait son oncle. « Gabriel, » dit Madame Geneviève, encore faible mais les yeux brillants de satisfaction, « ta mère vous protège de là-haut. Elle savait que vous alliez rencontrer de mauvaises personnes, et c'est pour ça qu'elle a laissé non seulement l'argent, mais aussi mis de bonnes personnes sur votre chemin. » L'opération de Madame Geneviève fut un succès complet. Le stimulateur cardiaque fonctionnait parfaitement, et les médecins assurèrent qu'elle aurait de nombreuses années de vie en bonne santé devant elle. Le coût de l'opération fut payé avec l'argent de l'héritage de Gabriel, exactement comme le garçon l'avait souhaité.
Mais la meilleure nouvelle arriva le vendredi. Patricia arriva à l'hôpital avec un dossier plein de documents et un sourire qui illuminait tout le couloir. « Gabriel, Lucas, j'ai une surprise pour vous, » dit-elle en s'approchant du lit où ils étaient tous les trois réunis. « Quelle surprise, maître ?» demanda Lucas, les yeux pleins de curiosité. « La justice a ordonné que tout l'argent qui a été détourné de votre compte soit restitué avec correction monétaire et intérêt. De plus, la banque va vous verser une indemnisation pour dommages moraux. Ça veut dire qu'au lieu que de 800 000 euros, vous avez maintenant 1 170 000 euros, dit Patricia, parvenant à peine à contenir sa propre émotion. Gabriel resta silencieux pendant quelques minutes, traitant cette information. Puis, il regarda Madame Geneviève et dit « Maintenant, on peut rénover notre maison, acheter tous les médicaments dont vous avez besoin, et il en restera assez pour que Lucas et moi puissions étudier jusqu'à l'université. » « Et il y a autre chose, » dit Patricia en sortant une enveloppe du dossier. « Le juge a approuvé ma demande pour devenir votre tutrice légale. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Gabriel regarda Lucas, puis Madame Geneviève et enfin Patricia. « Maître, vous voulez vraiment vous occuper de nous ?»« Plus que tout au monde, Gabriel. Vous avez apporté un sens particulier à ma vie. » Lucas sauta de sa chaise et serra fort Patricia dans ses bras. « Maintenant, j'ai une nouvelle maman, et Madame Geneviève reste notre mamie. » Madame Geneviève sourit, les larmes aux yeux. « Marina, mon amie, tes enfants ont trouvé non seulement une protection, mais une famille qui les aimera comme tu les aimais. » Dans cette chambre d'hôpital, entourée de l'affection de personnes qui étaient devenues sa famille, Gabriel sentit que sa mère veillait vraiment sur eux depuis un endroit spécial. L'héritage qu'elle avait laissé n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve que le véritable amour trouve toujours un moyen de protéger ceux que nous aimons, même lorsque nous ne sommes plus là pour veiller personnellement sur eux. L'après-midi du vendredi apporta une autre surprise. Juliane Lefebvre, l'employé de la banque qui avait défendu Gabriel ce premier matin, se présenta à l'hôpital avec des fleurs et une nouvelle inattendue. « Gabriel, je voulais te donner personnellement une nouvelle, » dit-elle avec un sourire sincère. « J'ai été promue directrice de l'agence. La première chose que j'ai faite a été de créer un protocole spécial pour l'accueil des mineurs. Plus aucun enfant ne subira ce que tu as subi. » Gabriel serra affectueusement Juliane dans ses bras. « Merci de m'avoir défendu ce jour-là. Vous avez été la première personne à me traiter avec respect. Gabriel, tu m'as appris que le courage n'a pas d'âge. Un garçon de 10 ans m'a donné une leçon de dignité que je n'oublierai jamais. » Quand tout le monde prit congé et quitta l'hôpital, Gabriel marcha avec Patricia et Lucas sur le boulevard Haussmann, le même boulevard où tout avait commencé quelques jours plus tôt. L'agitation intense de la ville était la même, mais pour Gabriel, le monde s'était complètement transformé. Il tenait dans sa main droite le papier jauni de sa mère, maintenant soigneusement rangé dans un nouveau dossier que Patricia lui avait donné. Dans sa main gauche, il tenait la main de Lucas, et dans son cœur il gardait la certitude que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des gens prêts à se battre pour ce qui est juste. « Maître Patricia, » dit Gabriel, alors qu'ils attendaient que le feu passe au vert pour traverser, « quand je serai grand, je veux être avocat comme vous. » « Pourquoi, Gabriel ? » « Pour défendre d'autres enfants comme Lucas et moi, pour qu'ils aient aussi quelqu'un qui se batte pour eux. » Patricia sourit, sachant que le garçon courageux qu'elle avait rencontré dans cette banque deviendrait, sans aucun doute, un homme extraordinaire. L'héritage de Marina avait protégé ses enfants, mais la véritable richesse qu'elle avait laissée était le courage, la générosité et la capacité d'aimer qui brillaient dans les yeux de Gabriel et Lucas. 6 mois s'étaient écoulés depuis les événements qui avaient changé à jamais la vie de Gabriel et Lucas. L'automne arrivait à Paris avec ses matinées fraîches et ses après-midi encore doux, et la ville continuait son rythme effréné, indifférente aux petites révolutions qui se produisent dans la vie des gens ordinaires. La nouvelle maison de la famille était située dans un quartier tranquille de Vincennes, à l'est de la ville. C'était une maison de plain-pied avec 3 chambres, une cour spacieuse où Lucas pouvait jouer, et un coin spécial que Gabriel avait réservé pour les plantes médicinales que Madame Geneviève cultivait. La voisine âgée avait maintenant sa propre chambre, décorée avec soin par Patricia, qui s'était révélée non seulement une tutrice dévouée, mais une véritable mère pour les garçons. Gabriel avait beaucoup grandi ces derniers mois, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement.
À 11 ans, il faisait preuve d'une maturité impressionnante, sans perdre la douceur et la spontanéité typiques de l'enfance. Lucas, quant à lui, s'était épanoui dans un environnement de sécurité et d'amour, devenant un enfant plus bavard, curieux et heureux. Ce samedi matin, Patricia organisait des documents dans le bureau improvisé qu'elle avait installé dans le salon de la nouvelle maison. Gabriel l'aidait, triant les papiers par ordre chronologique, une tâche qu'il adorait, car elle lui donnait le sentiment d'être utile et important dans les affaires familiales. « Maître Patricia, dit Gabriel, utilisant le traitement formel qu'il maintenait même dans l'intimité du foyer, « j'ai trouvé un dossier que je ne connaissais pas. » Patricia leva les yeux de ses documents et vit Gabriel tenant un dossier en carton jauni, semblable au papier qu'il avait apporté à la banque ce premier jour. C'était un dossier qui était resté oublié au fond de la boîte à chaussures de Marina, mélangé à d'autres papiers qu'ils avaient gardés en souvenir. « Qu'y a-t-il à l'intérieur, Gabriel ?» Le garçon ouvrit soigneusement le dossier et y trouva des documents qu'il connaissait déjà. Des actes de naissance, le livret de travail de Marina, quelques vieilles photos. Mais au fond du dossier, il y avait quelque chose qui attira son attention. Une enveloppe blanche scellée avec une écriture familière à l'extérieur. « Pour Gabriel et Lucas, avec tout mon amour, Marina. » Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Ses mains tremblaient légèrement en tenant l'enveloppe, comme si elle contenait quelque chose de sacré. Patricia perçut l'émotion du garçon et s'approcha de lui. « Gabriel, veux-tu que je l'ouvre avec toi ?» Le garçon acquiesça de la tête, incapable de parler. Lucas, qui jouait dans la cour, comprit que quelque chose d'important se passait et se précipita à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucas, avec la curiosité naturelle d'un enfant. « C'est une lettre de notre maman, » répondit Gabriel, la voix étranglée par l'émotion. Patricia aida Gabriel à ouvrir délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 3 feuilles de papier écrites à la main, avec la belle écriture de Marina. Les feuilles étaient numérotées, comme si elle avait soigneusement planifié chaque mot qu'elle écrirait. Gabriel commença à lire à haute voix, mais après quelques mots, sa voix se brisa. Patricia prit gentiment les feuilles et continua la lecture, d'une voix douce et affectueuse. « Mes chers enfants, mes trésors les plus précieux, si vous lisez cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là pour veiller personnellement sur vous. Mon cœur est brisé rien qu'en imaginant ce moment, mais en même temps il est en paix, car je sais que j'ai tout préparé pour que vous ayez la vie que j'ai toujours rêvé pour vous. Gabriel, mon fils courageux, tu as toujours été plus mûr que ton âge. Depuis tout petit, tu t'occupais de Lucas comme un grand frère protecteur, et tu prenais soin de moi quand j'arrivais fatigué du travail. Je veux que tu saches que chaque fois que tu me demandais pourquoi je travaillais autant, pourquoi nous n'avions pas les choses que d'autres familles avaient, mon cœur souffrait, car je voulais te donner le monde entier. Lucas, mon petit artiste, tu as toujours été ma joie dans les jours difficiles. Tes dessins collés sur le mur de la cuisine, tes petites questions sur tout, tes câlins serrés quand j'arrivais à la maison, tu me rappelais chaque jour que la vie est belle, même quand elle semble compliquée. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Chaque centime que j'ai économisé pour vous a coûté un sacrifice, mais c'était un sacrifice fait avec joie. Chaque fois que je n'ai pas acheté un nouveau vêtement pour moi, c'est parce que je préférais investir dans votre avenir. Chaque fois que j'ai refusé une invitation à sortir, c'est parce que ces heures supplémentaires de travail signifiaient plus d'argent pour votre compte. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai jamais parlé de cet argent. La réponse est simple. Je ne voulais pas que vous vous sentiez différent des autres enfants. Je ne voulais pas que vous arrêtiez de rêver en pensant que tout était déjà réglé. Je voulais que vous grandissiez en connaissant la valeur des choses, en sachant que tout dans la vie a un prix, et que le plus important n'est pas l'argent que nous avons, mais le caractère que nous construisons. Patricia fit une pause, réalisant que Gabriel et Lucas pleuraient silencieusement. Elle-même sentait ses yeux s'embuer, touchée par la sagesse et l'amour inconditionnel qui transparaissaient dans chaque mot de Marina. « Gabriel, » continua Patricia en lisant, « tu seras responsable de cet argent jusqu'à ce que vous soyez tous les 2 majeurs. Je sais que c'est une grande responsabilité pour un enfant, mais j'ai entièrement confiance en toi. »
Utilisez cet argent d'abord pour vous protéger, pour avoir la santé, l'éducation et la dignité. Ensuite, utilisez-le pour réaliser vos rêves, mais n'oubliez jamais d'aider aussi les autres. Je sais que vous rencontrerez de bonnes personnes sur votre chemin. Faites confiance à votre cœur pour identifier ceux qui vous veulent vraiment du bien. Et quand vous trouverez ces personnes, n'ayez pas honte d'accepter de l'aide. Personne ne peut vivre seul dans ce monde. Lucas, mon amour, obéis toujours à ton frère Gabriel. Il prendra soin de toi avec le même amour que moi. Et Gabriel, sois patient avec Lucas. Il est petit et aura besoin de temps pour comprendre beaucoup de choses. Vous deux, prenez soin l'un de l'autre, toujours. L'amour qui existe entre vous est le plus grand héritage que je puisse laisser. L'argent peut disparaître, une maison peut s'effondrer, mais l'amour entre frères dure pour toujours. Il y a une chose que je dois vous dire sur votre père. Je sais que vous avez toujours voulu savoir qui il était, et j'ai toujours inventé des excuses pour ne pas en parler. La vérité, c'est que c'était un homme bon, mais qui n'a pas su gérer la responsabilité d'avoir des enfants. Quand Gabriel est né, il a eu peur, et il est parti. Quand Lucas est né, il ne l'a même pas su. Ne lui en voulez pas, car la rancœur ne fait de mal qu'à celui qui la garde. Mais sachez que vous n'avez jamais eu besoin de lui pour être spéciaux. Vous avez toujours été complets, juste vous deux et moi. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très sérieux. Prenez bien soin de Madame Geneviève. C'est une femme en or qui a toujours aidé notre famille sans rien attendre en retour. S'il m'arrive quelque chose, je suis sûr qu'elle s'occupera de vous comme si vous étiez ses petits-enfants. Rendez-lui toujours cette affection. Gabriel, je suis sûr que tu seras un homme merveilleux. Tu as un bon cœur, une intelligence brillante et un courage qui m'impressionne chaque jour. Utilise ces qualités pour construire une belle vie et pour aider les autres aussi. Lucas, tu as un don spécial pour voir la beauté dans les choses simples. Ne perds jamais cette capacité, car elle fera de toi une personne heureuse toute ta vie. Et continue de dessiner, car tes dessins illuminent n'importe quel endroit. Mes enfants, je serai toujours avec vous, même si vous ne pouvez pas me voir. Je serai dans le vent qui fait bouger les rideaux, dans la pluie qui arrose les plantes, dans le soleil qui entre par la fenêtre le matin. Je serai dans chaque moment de votre joie, dans chaque réussite, dans chaque rêve réalisé. Quand je vous manquerai, regardez le ciel et souvenez-vous que l'amour d'une mère ne meurt jamais. Il reste bien gardé dans le cœur de ses enfants pour toujours. N'oubliez pas de prier chaque soir en remerciant pour les bonnes choses qui se sont passées pendant la journée. Et dans les moments difficiles, souvenez-vous qu'après la tempête vient toujours le soleil. Je vous aime plus que tout au monde. Vous avez été la raison de ma vie, ma joie, ma force pour affronter toutes les difficultés. Prenez toujours soin de vous, soyez heureux, soyez de bonnes personnes. Avec tout mon amour éternel, Maman Marina PS. Gabriel, sous ton lit, caché derrière la tête de lit, il y a une petite boîte avec quelques bijoux de la grand-mère que tu n'as pas connue. Ils sont simples, mais c'était le trésor de notre famille. Quand tu te marieras, donne-les à ta femme. Et quand Lucas se mariera, vous partagerez. L'important n'est pas la valeur des bijoux, mais l'histoire d'amour qu'ils représentent. Le silence qui suivit la fin de la lecture de la lettre fut profond et sacré. Gabriel serra Lucas fort dans ses bras, et les deux pleurèrent ensemble, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude, d'amour, d'une douce nostalgie qui réchauffe le cœur au lieu de le blesser. Patricia rangea soigneusement les feuilles de la lettre, sachant que ces mots seraient relus de nombreuses fois au cours de la vie des garçons. Puis, elle les serra tous les deux dans ses bras, formant un cercle d'affection qui symbolisait la nouvelle famille née d'une tragédie. « Gabriel, Lucas, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion, votre mère était vraiment une femme très sage. Chaque mot de cette lettre montre à quel point elle vous aimait. » Gabriel sécha ses larmes et regarda Patricia avec une détermination renouvelée. « Maître Patricia, je veux honorer tout ce que ma mère a écrit. Je veux être l'homme qu'elle a rêvé que je sois. » Et tu l'es déjà, Gabriel. Ton courage, ta générosité, ta façon de prendre soin de Lucas, tout cela montre que tu as hérité de ce qu'il y avait de meilleur chez ta mère. Lucas, sanglotant encore un peu, s'approcha de Gabriel. « Grand frère, je t'obéirai toujours, comme maman l'a dit. » Gabriel sourit à travers ses larmes. « Lucas, nous prendrons soin l'un de l'autre, toujours. Et nous prendrons soin de Madame Geneviève, de Maître Patricia.
et de toutes les personnes qui sont importantes pour nous. Cet après-midi-là, ils décidèrent de faire quelque chose de spécial. Gabriel suggéra d'aller visiter la tombe de Marina, ce qu'ils n'avaient pas encore fait depuis leur déménagement dans la nouvelle maison. Patricia trouva l'idée magnifique, et Madame Geneviève, malgré son âge et les limites de son cœur, tint à les accompagner. Le cimetière de Pantin, au nord de Paris, était un lieu simple mais bien entretenu. La sépulture de Marina se trouvait dans une zone arborée, où le chant des oiseaux créait une atmosphère de paix. Gabriel avait insisté pour qu'une pierre tombale en marbre blanc soit posée avec une inscription simple. Marina Martin Dubois, mère dévouée, femme courageuse, ton amour vit pour toujours dans nos cœurs. Gabriel s'agenouilla devant la tombe et commença à parler comme si Marina pouvait l'entendre parfaitement. « Maman, on a lu ta lettre aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à tout, d'avoir pris soin de nous-mêmes avant que ce ne soit nécessaire. Tu as été la mère la plus incroyable du monde. » Lucas s'agenouilla à côté de son frère. « Maman, je dessine beaucoup, comme tu l'as dit dans la lettre, et j'obéis bien à Gabriel. » Patricia et Madame Geneviève restèrent un peu à l'écart, respectant le moment intime des garçons avec leur mère, mais toutes deux avaient les larmes aux yeux, touchées par la pureté de cet amour que même la mort n'avait pu interrompre. « Marina, » dit Madame Geneviève en s'approchant de la tombe, « je t'ai promis que je m'occuperais de tes garçons, et je tiens ma promesse. Ils grandissent, beaux, intelligents, et avec un cœur aussi bon que le tien. » Patricia s'approcha également. « Marina, je n'ai pas eu le privilège de vous connaître personnellement, mais à travers vos enfants, je peux voir quelle femme extraordinaire vous étiez. Je promets d'aimer et de protéger Gabriel et Lucas comme s'ils étaient mes propres enfants. » En quittant le cimetière, Gabriel demanda à s'arrêter chez un fleuriste. Avec l'argent qui lui restait de son argent de poche, il acheta un petit pot de violettes blanches, les fleurs préférées de sa mère. « Je vais les planter dans notre cour, » expliqua-t-il à Patricia. « Ainsi, chaque fois que les violettes fleuriront, je me souviendrai que l'amour de ma mère fleurit aussi dans notre vie. » La vie suivit son cours naturel, mais maintenant avec une légèreté et une joie qui n'existaient pas auparavant. Gabriel se consacrait à ses études avec une détermination impressionnante, obtenant toujours les meilleures notes de sa classe. Lucas développait de plus en plus son talent artistique, créant des dessins que Patricia tenait à encadrer et à accrocher dans la maison. Madame Geneviève, complètement remise de son opération cardiaque, était devenue la grand-mère que les garçons n'avaient jamais eue. Elle enseignait des recettes traditionnelles à Gabriel, racontait de vieilles histoires à Lucas et offrait sa sagesse de vie chaque fois que Patricia avait besoin de conseils sur l'éducation des enfants. Juliane Lefebvre gardait un contact régulier avec la famille, leur rendant visite une fois par mois. Elle s'était récemment mariée et disait toujours qu'elle voulait que ses futurs enfants soient aussi courageux que Gabriel et aussi créatifs que Lucas. 1 an après la découverte de la lettre, Gabriel prit une décision qui surprit toute la famille. Il voulait utiliser une partie de l'argent de l'héritage pour créer une fondation qui aiderait d'autres enfants orphelins. L'idée était d'offrir un soutien juridique, psychologique et financier aux mineurs qui se trouvaient dans des situations similaires à celles que lui et Lucas avaient vécues. « Gabriel, » dit Patricia, lorsque le garçon présenta son projet, « en es-tu sûr? Cela signifierait donner une somme considérable. » « J'en suis sûr, maître Patricia. Ma mère a toujours dit que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé pour faire le bien. Et je veux que d'autres enfants aient aussi la chance que nous avons eue. » La Fondation Marina Dubois fut officiellement créée à l'occasion du 2e anniversaire de la découverte de l'héritage. Gabriel tint à ce que ce soit une cérémonie simple, organisée dans la même banque où tout avait commencé. Le directeur actuel, qui avait remplacé Robert Mercier, céda l'espace avec plaisir, fier d'accueillir un événement aussi significatif. Pendant la cérémonie, Gabriel prononça un discours qui émut tous les présents. « Ma mère m'a toujours appris que le plus important dans la vie n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on parvient à donner aux autres. Elle a économisé chaque centime en pensant à mon avenir et à celui de mon frère. Maintenant, je veux utiliser cet argent pour garantir que d'autres enfants aient aussi un avenir. La Fondation Marina Dubois aidera les enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont seuls, qui ont besoin de protection légale. »
Nous leur montrerons qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours quelqu'un prêt à se battre pour eux. Ma mère n'est plus là physiquement, mais son amour continue de changer, qu'a des vies, et il continuera de les changer pour toujours. À la fin du discours, une fine pluie commença à tomber sur Paris. Gabriel regarda le ciel et sourit, se souvenant des mots de la lettre de sa mère. « Je serai dans la pluie qui arrose les plantes. » Lucas s'approcha de son frère et murmura « Grand frère, je crois que maman pleure de joie. » Gabriel serra son frère dans ses bras, et à ce moment, entouré de toutes les personnes qu'il aimait, il sentit qu'il avait tenu la promesse qu'il avait faite sur la tombe de sa mère. Il était devenu l'homme qu'elle avait rêvé qu'il soit, courageux, généreux et capable de transformer la douleur en amour, la tragédie en espoir. Le soir tombait sur Paris, avec cette lumière dorée typique de la fin de journée dans la plus grande ville du pays. Gabriel et Lucas marchaient main dans la main avec Patricia et Madame Geneviève, le long du même boulevard Haussmann où tout avait commencé. L'agitation intense de la ville était la même. Les gens couraient à leur rendez-vous. Les voitures klaxonnaient dans les embouteillages, les vendeurs proposaient leurs produits. Mais, pour Gabriel, toute cette agitation avait maintenant une signification différente. Chaque personne qui passait près d'eux portait sa propre histoire, ses propres rêves et difficultés. « Maître Patricia, » dit Gabriel, observant le mouvement autour de lui, « un jour je veux aider beaucoup de gens. Je veux que ma vie fasse une différence dans la vie des autres. » Patricia sourit, sachant que ce garçon extraordinaire ferait vraiment une différence dans le monde. « Gabriel, tu fais déjà la différence. Le courage que tu as montré dans cette banque a inspiré beaucoup de gens. La générosité que tu montres, chaque jour inspire toute notre famille. » Lucas, balançant un petit sac à dos où il gardait ses dessins les plus récents, regarda son frère avec admiration. « Grand frère, quand je serai grand, je veux être comme toi. Lucas, tu n'as pas besoin d'être comme moi. Tu dois être toi-même, mais de la meilleure façon possible. C'est ce que notre mère voulait pour nous deux. » En arrivant à la maison, Gabriel alla dans sa chambre et sortit d'un tiroir le papier jauni qui avait changé leur vie. Il l'avait gardé précieusement comme un trésor sacré qui représentait bien plus que des chiffres sur un compte en banque. En regardant ce papier, Gabriel se souvint de tout ce qu'il avait vécu, la peur qu'il avait ressentie en entrant dans la banque, l'humiliation imposée par Robert Mercier, la protection offerte par Patricia, la conspiration de Charles Michaud, la maladie de Madame Geneviève et enfin la découverte de la lettre de sa mère. Chaque moment de ce parcours avait été fondamental pour le transformer en la personne qu'il était maintenant. L'adversité avait révélé son courage, la générosité des autres lui avait appris l'importance de la solidarité, et l'amour de sa mère, même après son départ, avait guidé chacune de ses décisions. Gabriel rangea de nouveau le papier jauni, maintenant à côté de la lettre de sa mère. Deux documents qui représentaient le passé et l'avenir, l'héritage matériel et l'héritage émotionnel, le point de départ et la destination finale d'une histoire d'amour qui avait transcendé la vie elle-même. Ce soir-là, avant de s'endormir, Gabriel et Lucas s'agenouillèrent à côté de leur lit, comme ils le faisaient chaque soir, et firent leur prière de gratitude. « Merci, mon Dieu, pour notre mère qui a été si sage. Merci pour Maître Patricia, pour Madame Geneviève, pour Juliane et pour toutes les bonnes personnes que tu as mises sur notre chemin. Merci de nous avoir permis d'aider d'autres enfants. Et merci pour notre famille qui est unie et heureuse. » Quand ils éteignirent à la lumière de la chambre, une douce brise fit bouger les rideaux, et Gabriel sourit, se souvenant des mots de la lettre « Je serai dans le vent qui fait bouger les rideaux ». L'amour de Marina Martin-Dubois était vraiment présent là, protégeant éternellement ces deux trésors les plus précieux et les inspirant à répandre cet amour dans le monde entier. La dernière chose à laquelle Gabriel pensa avant de s'endormir fut une promesse silencieuse qu'il fit à sa mère. « Maman, je vais honorer ton amour pour toujours. Chaque jour de ma vie sera une façon de te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. » Et ainsi, dans cette maison accueillante du quartier de Vincennes, entouré de l'amour de sa nouvelle famille, Gabriel Martin-Dubois s'endormit paisiblement, sachant qu'il avait transformé un héritage d'argent en un héritage d'amour, d'espoir et de générosité qui durerait pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Gabriel, Lucas et Marina a profondément touché votre cœur.
Si vous avez été ému par ce parcours d'amour, de courage et de dépassement de soi, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, montrant que l'amour véritable a le pouvoir de transformer toute adversité en une opportunité de croissance. Nous vous attendons pour le prochain épisode, prêts à partager une autre histoire qui saura émouvoir et inspirer votre vie.